Il y a tout juste un mois, le rapport d'enquête sur l'accident du Titan nous a révélé moult informations sur les circonstances de cet accident. Il nous a permis également de voir des photos et vidéos inédites des débris du submersible éparpillés un peu partout. On peut alors y voir l'avant du Titan avec son hublot ou encore l'arrière-train plutôt bien conservé. Seulement voilà, pas de boîte noire, du coup les experts ont dû faire l'enquête à l'ancienne et faire parler le matériel trouvé. Aujourd'hui nous allons donc revoir ensemble cet accident et les circonstances qui ont mené le Titan à suivre le chemin du Titanic. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, sonvideo.com. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'ils nous accompagnent dans l'ombre afin d'équiper nos nouveaux locaux. On voulait vraiment collaborer avec eux sur le long terme et c'est chose faite. Grâce à eux, nous avons pu avoir des télévisions, des écrans PC, des enceintes Bluetooth, des périphériques PC et tout ce qu'il fallait pour que nos bureaux soient aménagés au mieux. Pour information, sonvideo.com est le premier spécialiste en France en images et sons pour la maison. Ils ont un site internet très complet et également 16 magasins un petit peu partout en France. Nous avions d'ailleurs visité en décembre dernier leur boutique située à Champigny qui est équipée de plusieurs salles de cinéma et de plusieurs salles son, le but étant de pouvoir répondre aux besoins de tous les budgets. Les conseillers sont à votre service que ce soit en boutique ou par téléphone et ils sont également très actifs en publiant des guides, de l'actu, des reportages, un magazine et des vidéos sur leur propre chaîne YouTube. En plus de cela, ils ont leur propre salon, le Paris Audio Video Show, qui se déroulera sur Paris le 26 et 27 octobre prochain. Le plus grand salon de France dédié aux univers hi-fi, vidéo, DJ et musique. Le parrain de cette année est Eric Serra, il a fait 2-3 musiques un petit peu connues que vous avez entendues certainement dans ce film ou encore celui-ci. Vous vous doutez bien que nous n'arrivons pas les mains vides, nous vous faisons gagner plusieurs places pour cet événement et pour cela, rendez-vous sur notre compte Instagram, le lien est dans la description. Merci encore une fois à eux de nous soutenir. Quant à nous, intéressons-nous un peu plus au tragique destin du Titan. Bonjour à tous, vous avez certainement déjà entendu parler l'année dernière du submersible Titan de l'OceanGate. Si ce n'est pas le cas ou que vous vous en souvenez peu, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Le Titan est un petit submersible développé et fabriqué par la société américaine OceanGate, spécialisée dans le tourisme sous-marin. Celui-ci était un submersible expérimental utilisé pour emmener des curieux explorer l'épave du Titanic. Billet de l'expédition, 250 000 $ par personne. Oui, à ce prix-là, tu t'attends à un 5 étoiles avec canapé en cuir et grande baie vitrée pour admirer confortablement l'épave du Titanic. Mais non. Loin de là, et même très loin de là car l'épave du Titanic repose à plus de 3800 mètres de profondeur, et à cette profondeur, les pressions exercées sont extrêmes. Du coup, ce sera petit hublot et voyage de plusieurs heures assis avec un mini skibidi toilette à l'arrière. Oui, faut pas être gêné du regard des autres. Le début des expéditions ont commencé en 2021 et pendant plus de 2 ans, rien n'a signalé pour notre submersible maison, jusqu'au 18 juin 2023. Le 18 juin 2023, le Titan embarque à bord pour une énième plongée vers l'épave du Titanic, 5 personnes. Stockton Rush, PDG d'OceanGate et pilote du submersible, Hamish Harding, un homme d'affaires britannique, Paul-Henri Nargeolet, explorateur français et expert du Titanic, ainsi que le milliardaire Shahzada Daoud et son fils Suleiman. Les 5 personnes sont à bord et la plongée commence à 9h30 du matin. Seulement voilà, 1h45 plus tard, la liaison avec le submersible est interrompue. Plus de nouvelles. Les secours sont alors appelés et les recherches commencent pour savoir où est passé le sous-marin. Et le temps presse, le submersible n'a que 96 heures d'oxygène. 96 heures d'un feuilleton mondial, toutes les télés du monde en parlent chaque jour, des moyens importants sont débloqués pour tenter de retrouver au plus vite le sous-marin, chaque heure compte, c'est une véritable course contre la montre. Des bâtiments de l'armée sont déroutés, des navires de plusieurs pays sont mobilisés, des robots sous-marins sondent le fond de l'océan, les alentours du Titanic sont passés au peigne fin, mais aucune trace du submersible. Malheureusement, ce feuilleton prend fin le 22 juin 2023 lorsque des débris du Titan ont été retrouvés, prouvant qu'il a implosé peu de temps après sa perte de signal. Bien entendu, aucun survivant à l'accident, le monde n'a alors plus qu'une seule question en tête, que s'est-il passé ? Il y a 2 réponses à cette question. La première est la plus évidente, il y a eu une implosion. La seconde sont les réelles raisons de l'implosion, et ça, c'est ce qu'a pu établir le rapport de l'enquête publié il y a tout juste un mois. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. D'abord, penchons-nous sur ce qu'est une implosion sous-marine. A l'inverse d'une explosion qui est un mouvement dirigé vers l'extérieur, l'implosion, elle, est une destruction vers l'intérieur, d'où leur préfixe. On a donc d'un côté une dilatation et de l'autre une rétractation. Et pour comprendre ce qui s'est passé, je vais devoir changer de décor. Voilà le concept. J'ai une plateforme sur laquelle j'ai mis une lumière ainsi qu'une GoPro pour pouvoir voir ce qui va se passer avec notre bouteille qui est complètement vide et qu'on va plonger à plus de 20 mètres de profondeur. Bon, je vais continuer en voix off parce que le bateau et moi, et on n'est pas copains. Alors en gros, dans l'air, il y a une pression qui s'exerce d'environ 1 kg par centimètre carré. Et si la bouteille n'implose pas, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a aussi de l'air qui va également pousser à 1 kg par centimètre carré dans le sens opposé, ce qui va équilibrer les pressions. Quand on va plonger la bouteille dans l'eau et qu'on va descendre dans les profondeurs, la pression exercée depuis l'extérieur ne sera plus du tout la même. Elle ne va faire qu'augmenter
augmenter de plus en plus au fur et à mesure que notre expérience s'enfonce dans la mer. Du coup, comme vous pouvez le constater sur les images, la pression de l'eau est plus importante que celle de l'air dans la bouteille, et donc elle s'écrase au fur et à mesure. Et du coup, inversement, lorsque je vais remonter la bouteille à la surface, elle va se regonfler jusqu'à ce que la pression s'égalise et qu'on ait de nouveau notre bouteille comme avant. Et voilà. Après, je vois ce que vous êtes en train de vous dire. Ce n'est pas une implosion qu'on a eue, vous avez raison. Retournons au labo. Là, on a vu que lorsque la pression extérieure est plus importante que celle à l'intérieur, ça s'écrase. Mais le titan, lui, ne s'est pas juste écrasé, il a implosé, éparpillé en des petits morceaux un petit peu partout. Du coup, pour mieux comprendre, voici une nouvelle expérience qui va nous permettre d'en savoir plus sur la résistance des matériaux. Et vous la connaissez peut-être déjà, c'est l'implosion du baril qu'on a déjà fait sur la chaîne The Science Coder. Là, le principe est équivalent, même si c'est inversé. En faisant chauffer de l'eau à l'intérieur du baril, je vais le remplir entièrement de vapeur et donc supprimer tout l'air à l'intérieur. Ensuite, je le referme hermétiquement et je le laisse refroidir. En faisant cela, la vapeur va se liquéfier, créant du vide à l'intérieur de mon baril. La pression à l'intérieur va alors chuter au fur et à mesure des minutes. Ce qui va être différent de notre bouteille de la première expérience, c'est que là, mon baril est en acier. Du coup, il sera bien plus résistant et tiendra bien mieux la pression. Il gardera alors sa forme tout au long que la pression à l'intérieur descend jusqu'à ne plus réussir à tenir et qu'il arrive à son point de rupture. Et c'est justement ça qui nous intéresse. Comment ça se fait que notre submersible est implosé? Que s'est-il passé? Eh bien, c'est ce qu'a essayé d'établir le Bureau du Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis dans un rapport paru il y a un mois comportant 241 pages. Rien que ça. Et celle-ci nous donne plusieurs pistes de réflexion sur cette implosion. La première, ce sont les matériaux utilisés. Alors que la grande majorité des submersibles de grande profondeur sont fabriqués en titane, qui a une excellente résistance mécanique à la corrosion et en plus se trouve être plus léger que l'acier, notre titan, lui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est fabriqué en fibre de carbone qui est certes moins cher, mais plus fragile et n'est pas du tout adapté pour un tel usage. Grâce au rapport du NTSB, on a pu voir comment était fabriqué le submersible. Il s'agit de l'entrelacement de centaines de couches de fibres de carbone en 5 sections liées entre elles par une matière adhésive. Je vous passe les protocoles de fabrication, mais petite note, ce que vous voyez là sont des plis et des rides qui se sont formés à cause d'une anomalie, mais qui au fur et à mesure des couches de fibres de carbone grossit. Mais si vous regardez bien à la section suivante, ça s'arrête net. Et bien ça, c'est à cause d'un meulage pour aplanir tout ça. Oui, vous avez bien entendu. On peut aussi y voir beaucoup de traces de délaminage un petit peu partout. Alors c'est quoi, me diriez-vous? Eh bien le délaminage, c'est un phénomène de désolidarisation de couches dans un matériau composite, ce qui fait que les couches ne restent plus collées les unes aux autres, ce qui va irrémédiablement affaiblir sa structure. Cela peut être dû à plusieurs facteurs. Comme un choc lié peut-être au déplacement du titan sur son bateau qui s'est retourné par exemple, ou encore via des contraintes mécaniques comme par exemple les 87 précédentes plongées qui avaient déjà bien usé la structure du submersible, ou bien encore via la fatigue générale de l'appareil et de ses conditions de détention à tout hasard, voilà, le fait qu'il soit resté entreposé plusieurs mois à l'extérieur face aux intempéries ou dans un hangar dont on ne sait pas grand chose. Tout ça pour dire que oui, les couches de fibres de carbone pourraient être une belle première explication pour l'implosion du titan. Cependant, une seconde piste de réflexion est tout aussi plausible. Et cette fois-ci, c'est la colle Loctite qui est montrée du doigt. Alors pas celle avec laquelle je me suis mis la tête à l'envers dans une précédente vidéo, mais une autre version, la Loctite EA9394 Aero faite pour l'aviation. Celle-ci avait été utilisée pour joindre le dôme avant en métal où il y avait le hublot et la coque en fibre de carbone et résine du submersible. Celle-ci a été affaiblie dû à de nombreux frottements dus aux grandes pressions qui compriment le cylindre et des plongées répétées qui ont aidé à détériorer la colle, ce qui a certainement permis de créer des petites fissures et de la porosité qui a attaqué la couche jusqu'à son point de rupture. Cela reste l'explication la plus probable actuellement, ou en tout cas l'initiation de l'implosion. On rappelle qu'à la profondeur où ils ont implosé, il n'y avait pas loin de 380 bars de pression sur le titan, une pression gigantesque qui a profité de la moindre faille pour se créer un chemin vers l'intérieur du submersible. Faille qui aurait pu être évitée grâce à une troisième piste de réflexion, à savoir l'ego et la cupidité du PDG d'OceanGate. Car oui, Stockton Rush n'est pas tout blanc dans cette histoire. Lui qui avait l'habitude de dire dans ses conférences qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, ou en l'occurrence que les fails et les accidents font partie de l'innovation et du changement, on peut dire que c'est cocasse. Alors bien entendu, je vous vois venir à propos de la manette de Xbox pour piloter le submersible, car oui, pour ceux qui ne savent pas, le Titan était pilotable avec une manette d'Xbox légèrement modifiée, mais tant que ça fait le boulot, pourquoi pas après tout? Non? Non, le pire est qu'il n'avait pas de boîte noire ou de système de géolocalisation. Oui, il n'y avait pas de balise sur le Titan pour donner directement les données au bateau à la surface. Leur système était vraiment rudimentaire où toutes les informations étaient d'abord écrites à la main dans un carnet avant d'être mis dans un logiciel qui transmettait les informations au bateau qui lui-même finissait par les mettre sur une carte papier. Et ça, toutes les 5 minutes. Un système extrêmement délicat avec tout un tas de faiblesses potentielles. L'employé qui a fait remonter l'absurdité du système et demandé à Stockton de le changer a d'ailleurs été viré de l'entreprise. 250 000 $ le billet
payé, je le rappelle. 1 million par plongée, 87 plongées avant l'accident, et pas de thune pour une balise de suivi en temps réel. En fait, c'est pas l'argent le problème, mais le PDG d'OceanGate qui a décidé que c'est lui-même qui ferait sa propre balise, mais que pour l'instant, il avait pas le temps. Un chic type. Une autre donnée révélée durant les témoignages lors de l'enquête du NTSB ont révélé que lors de la plongée 80, un gros bruit venant de la coque a été entendu par l'équipage du Titan lors d'une plongée et a même été relevé sur les appareils de mesure. Un bruit important donc qui montre que la pression a travaillé sur la coque du submersible jusqu'à potentiellement la déformer. Logiquement, après un tel bruit, il faudrait mettre en révision l'engin, ou du moins faire un diagnostic global pour savoir ce qui s'est passé au niveau de la coque. Mais ça prendrait des semaines et c'est pas au goût du tout de Stockton Rush. Résultat, 8 plongées plus tard, le Titan implosa. Vous savez, ce bruit, ce boom entendu dans le Titan me fait penser à l'expérience du baril qu'on a réalisé un petit peu plus tôt. Regardez bien et écoutez bien. Et oui, là aussi on entend un boom, montrant que l'enveloppe a été fragilisée au bout de 4 minutes d'expérience. Seulement 180 secondes plus tard, le baril implosa. Ceci est assez cocasse quand on sait que le pilote initial du submersible a décidé de ne pas prendre les commandes de l'appareil car il jugeait les plongées dorénavant trop dangereuses. C'est pour ça que Stockton a pris les commandes pour la dernière fois de sa vie. J'aurais pu aussi rajouter que toutes les personnes essayant de montrer les défauts du Titan à Stockton Rush étaient virées dans la foulée. qu'OceanGate n'avait qu'un seul but, faire du profit au détriment de la sécurité. C'est d'ailleurs pour cela que Stockton a volontairement décidé de ne pas faire certifier son submersible auprès d'autorités compétentes, car il savait à coup sûr qu'il ne pourrait plus jamais replonger une nouvelle fois. Conclusion de l'enquête du NTSB, on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, mis à part qu'il y a eu une implosion. La cause, elle, reste vraisemblablement multiple. Des mauvais matériaux de construction, une gestion assez catastrophique de la sécurité de l'entretien du submersible et une colle aéronautique qui n'était pas trop faite pour de grandes plongées. Même si vous l'aurez compris que la vraie cause de l'implosion reste l'humain et sa cupidité à vouloir faire absolument de l'argent avant même de penser à sa propre sécurité. Merci à tous de m'avoir écouté, n'oubliez pas le petit like qui soutient le travail et l'abonnement pour ne louper plus aucune autre vidéo. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti une vidéo il y a à peu près 3 semaines sur des mythes Minecraft dans la vraie vie. Elle vaut vraiment le coup, elle est vraiment très fun à regarder, n'hésitez pas. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'accident du Titan, je peux vous conseiller la vidéo de Les histoires de Seb sur le sujet. Merci à sonvideo.com qui nous accompagne dans cette aventure. Tant qu'à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Lenny. Ciao.